Test de QI, test Vice 4, test sur Internet, test en cabinet de psy. Est-ce que tout ça, c'est pas de l'arnaque quand on voit aussi le tarif appliqué qui est de plus de 500 € pour un test complet? On va essayer de répondre à ça en vidéo aujourd'hui. Est-ce que tous ces tests sont valables? Test de QI, test Vice 4, test en cabinet et tous les tests qu'on peut trouver sur Internet, est-ce que c'est pas une arnaque? Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres par l'intermédiaire de cette vidéo. Je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Je les aide à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Fais-le maintenant si tu veux changer positivement ta vie. Revenons au sujet de cette vidéo. On a vu sur Internet, tout un tas de tests de QI. Si tu tapes test de QI sur Internet, tu vas avoir toute une flopée d'annonces ou de sites qui proposent des tests de QI. Oui, tests de QI officiels, etc. Tout ça. Bref, ça, c'est des tests de QI sur Internet. À côté de ça, on a les tests de QI que proposent les psychologues, ce qu'on appelle officiellement aujourd'hui le test Vice 4, qui est un test qu'on appelle ça officiel, en tout cas qui va servir si par exemple tu as besoin d'avoir une reconnaissance pour tes enfants par rapport à l'école, pour une organisation de travail, etc. C'est le test officiel. Et après, il y a d'autres tests parallèles qui vont permettre de détecter la douance. Et aujourd'hui, tu te dis, mais est-ce que je dois passer le test? Est-ce que c'est valable? Est-ce que je risque pas de rater le test? Et est-ce que il y a une peur, une angoisse un petit peu de ce test et on a peur de se retrouver frustré? Tu as peut-être peur de te retrouver frustré qu'on te dise en fait, non, tu n'es pas surdoué et donc le couperet tombe, tampon noir, non, tu n'es pas HP alors que tu pensais avoir trouvé la bonne solution, la raison à tout ce mal-être, cette différence qui te caractérise et tu as peur de te mettre en colère en te disant, mais ça y est, j'ai encore une fois, je croyais avoir trouvé la solution et c'est pas ça. Et là tu te dis, balaboum, est-ce que le test est vraiment valable? Parce que tout ça, c'est pas de l'arnaque. Est-ce qu'il n'y a pas un effet Barnum sur le test, un effet de mode avec ce test QI aujourd'hui, qui fait que tout le monde fait passer des tests de QI et qu'en fait, on se demande s'ils sont vraiment valables. Et ce dont tu as vraiment besoin aujourd'hui, c'est de faire le point sur ces tests, connaître les tenants, les aboutissants, pour que tu juges par toi-même si ça vaut le coup de le passer ou pas. Et en tout cas, je vais essayer de te donner mon point de vue, mon analyse d'expert là-dessus aussi, pour que tu aies toutes les cartes en main par rapport à ce test de QI qu'on appelle test QI. On va voir ça. Alors, première notion à prendre en compte par rapport au test de QI, c'est ce qu'on appelle un test de QI non exploitable, parce qu'il est trop hétérogène. C'est-à-dire que tu vas te retrouver, si tu vas passer un test de QI dans un cabinet de psy, avec parfois, tu t'attends à te dire, ok, je vais avoir un chiffre, je vais avoir un QI de 120, 130, en dessous 95, 100, bref, tu veux avoir un chiffre, et le problème, c'est que parfois, ça arrive assez souvent, on se retrouve avec un test de QI hétérogène. C'est ce que je vais t'expliquer, qui ne permet pas au psychologue de te donner un chiffre de QI. Et là, tu te dis, ah ouais, mais si je vais passer un test de QI et que j'ai pas mon résultat de test de QI, ça sert à rien. Je vais t'expliquer tout ça. Les créateurs eux-mêmes du test Vice 4 ont admis un petit peu, on va dire, leur erreur. C'est eux qui ont dit qu'un QIT, c'est-à-dire un quotient intellectuel total, n'est pas calculable dans certains cas parce qu'il y a trop d'écart entre les indices. Pour comprendre ça, il faut savoir que le test Vice 4, le test on va dire officiel, mesure 4 indices. Premier indice, la compréhension verbale, c'est-à-dire les similitudes, le vocabulaire, la compréhension.
Deuxième indice, c'est la mémoire de travail. La mémoire des chiffres, la séquence de lettres et des chiffres. Troisième indice, c'est le raisonnement perceptif. On va utiliser des cubes, on va jouer sur l'identification de concepts, sur des matrices. Et quatrième et dernier indice, c'est la vitesse de traitement. Utiliser des codes, des symboles et voir la vitesse de traitement. Mais il faut savoir que dans ce test-là, ça n'a pas toujours été le cas. Avant 2005, il y avait d'autres mesures. Il y avait le QI verbal, qu'on appelait le QIV, et le QI de performance, QIP. Donc il n'y avait pas tout ça en fait. Tous ces deux tests, ces deux indices ont été remplacés par les 15 indices que je viens de te citer. Ah, déjà ça se complique un petit peu. Parce que chaque indice, déjà on voit que le test évolue en lui-même, le test en fonction des années n'est pas le même, donc quel est le bon test ? En général, on essaie de faire évoluer un test pour qu'il évolue de manière à être plus précis, mais là, on se rend compte que ça se complexifie. Mais on peut se demander, chaque indice mesuré, est-ce que chaque indice n'a pas de ses limites dans la mesure ? Prenons le cas, par exemple, de l'ICV, c'est-à-dire la compréhension verbale. C'est le meilleur indice de prédiction des apprentissages scolaires. Mais si cet indice de compréhension verbale permet de prédire les performances scolaires, il est aussi l'indice le plus dépendant des opportunités d'apprentissage et du milieu social. C'est-à-dire que dans l'échantillon d'étalonnage français du test, on observe d'ailleurs une différence moyenne de 14 points entre l'indice de compréhension verbale des enfants des cadres et ceux d'ouvriers. Tiens, on se pose une question. Donc, il y a déjà une différence par rapport au milieu social, et on va le voir un petit peu plus tard. Donc, l'ICV, l'indice de compréhension verbale, est également sensible aux troubles de la lecture qui privent la personne d'un canal important d'apprentissage des connaissances verbales. Ah, donc si on a un trouble décelé ou non, parce que parfois on a des troubles d'apprentissage qu'on n'arrive pas à déceler, eh bien, l'indice de compréhension verbale va totalement chuter. Et comme il est lié aussi au milieu social, eh bien, si on était l'enfant d'un cadre ou d'un expert comptable qui maîtrisait les chiffres, qui faisait maîtriser les chiffres à ses enfants, ou qui faisait maîtriser le langage, par exemple, un avocat, ou quelqu'un qui a une maîtrise très, très forte de la langue française, eh bien, ces enfants vont avoir une grande maîtrise aussi. Et donc, l'indice de compréhension verbale va augmenter. Tandis que celui d'un ouvrier, on catégorise bien sûr, un ouvrier n'aura pas la même compréhension verbale. Donc on voit que cet indice-là, déjà, il a ses limites, en fonction du milieu social et en fonction des troubles d'apprentissage qu'on peut rencontrer. Deuxième indice, l'indice de raisonnement perceptif, l'IRP. Lui, il demande d'analyser, d'encoder et de manipuler mentalement des formes spatiales. Il y a l'épreuve des matrices, qui est une mesure classique de l'intelligence fluide. Alors je t'explique rapidement ce que c'est que l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. L'intelligence fluide, qu'on appelle GF, c'est une forme de raisonnement qui correspond à la capacité de penser logiquement et de résoudre des problèmes dans des situations nouvelles, indépendamment des connaissances acquises. C'est la capacité d'analyser de nouvelles situations, d'identifier les tendances et les relations qui sous-tendent des problèmes et de les extrapoler au travers de la logique. Cette forme d'intelligence est nécessaire pour tous les problèmes de logique, par exemple dans les domaines scientifiques, mathématiques, techniques, et de façon générale pour toute résolution de problèmes. Ça, c'est l'intelligence fluide. L'intelligence cristallisée, avec l'indice GC, c'est la capacité à utiliser les compétences, les connaissances et l'expérience. Elle ne correspond pas à la mémoire, mais repose sur l'accès aux informations de la mémoire à long terme. L'intelligence cristallisée met en évidence par des tests de vocabulaire, de culture générale, de compréhension, d'arithmétique et de similitude entre des objets, mais elle s'améliorerait tout au long de la vie et ne chuterait qu'avec la sénilité.
Donc on voit que cette mesure-là, elle est dépendante de plusieurs facteurs, l'indice de raisonnement perceptif. Encore une fois, chiffre un petit peu flou. Ensuite, on passe au troisième indice, c'est-à-dire l'indice de mémoire de travail, l'IMT. C'est l'épreuve des séquences lettres-chiffres, mais plus modérément l'épreuve de mémoire des chiffres. Le sujet doit gérer une double tâche en conservant l'information en mémoire immédiate et en la manipulant mentalement. Donc de ce point de vue, la mémoire de chiffres est une épreuve plus hétérogène. Parce que la mémoire de chiffres en ordre direct ne fait appel qu'à la mémoire immédiate. Alors que la mémoire de chiffres en ordre inverse demande de gérer une double tâche. Donc, pour bien comprendre, là, si on manipule des lettres, des chiffres, il faut retenir des séries de chiffres, les restituer en sens à l'endroit, à l'envers, etc. Mais l'IMT, cet indice de mémoire de travail, n'est qu'une mesure incomplète. Les deux épreuves ne testent en effet que la mémorisation de stimuli auditifs verbaux, c'est-à-dire que la personne en face de toi, le clinicien, va annoncer des chiffres et on les entend de manière auditive par rapport au verbe que va prononcer la personne. La mémorisation de stimuli auditifs non verbaux, de stimuli visuels et de stimuli multisensoriels n'est pas évaluée. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'écrire quelque chose, on ne demande pas de lire quelque chose, etc. Donc l'IMT ne peut donc être considéré comme une mesure générale de la mémoire de travail, mais seulement comme une mesure très partielle de celle-ci, parce qu'on ne fait que écouter une série de chiffres. Et on n'utilise pas tout nos systèmes de mémorisation. Par ailleurs, cette mesure est sensible à la connaissance des symboles numériques et surtout de l'alphabet. Et pour cette raison, cet indice peut être déprimé chez des sujets qui souffrent de troubles de la lecture, mais dont la mémoire de travail est pourtant fonctionnelle. Et l'IMT est sensible aux troubles de l'attention, parce que ces derniers peuvent perturber l'encodage des informations auditives et leur traitement mental. De plus, cette mesure est dépendante de l'éducation et du milieu social, encore une fois. Si on compare un expert comptable qui passe un test de QI et, excusez-moi l'expression, un paysan qui passe un test de QI, eh bien la maîtrise sociale ne sera pas du même niveau. Donc encore une fois, on est un petit peu dans le flou. Dernier indice, c'est l'indice de vitesse du traitement, l'IVT. Là, il s'agit d'analyser rapidement et de distinguer des stimuli relativement simples. On ne peut donc pas considérer la note à cet IVT, à l'indice de vitesse de traitement, comme une mesure générale de la vitesse de traitement mentale. La vitesse de traitement d'informations auditives n'est pas du tout évaluée par cet indice. Par ailleurs, celle-ci peut être influencée par des caractéristiques indépendantes de la vitesse de traitement mentale, comme la vitesse de la performance graphomotrice et la maîtrise de l'écriture. Donc l'IVT, l'indice de vitesse de traitement, peut également être parasité, encore une fois, par des troubles de l'attention et par une dépression. Là, on voit qu'il y a beaucoup de parasites. Donc, si on revient au test VICE-4, le spécialiste qui fait passer ce test peut conclure à un profil trop... Donc, tu vois déjà que dans une première partie, c'est compliqué le test. Et le spécialiste qui fait passer le test peut conclure à un profil trop hétérogène et donc ne peut pas se prononcer sur le QI. Donc, on te restitue, après le bilan, les indices de compréhension verbale, de mémoire de travail, de raisonnement perceptif et de vitesse de traitement. Et si 3 ou plus de ces indices sont significativement différents de la moyenne des indices, alors le profil est classé comme hétérogène. Ce qui fait à peu près 10% de la population qui tombe dans ce profil hétérogène. Tu vas voir que justement, les hauts potentiels, ils sont souvent dans ce profil hétérogène. Donc, on estime que le QI est homogène si les scores obtenus dans chaque partie ne diffèrent pas de plus de 12 points. Si pour l'un, vous avez eu 110 et pour l'autre 130, on estimera que ces 20 points d'écart rendent le QI hétérogène. Exemple pratique.
À l'ICV, donc indice de compréhension verbale, tu as 132. Indice de raisonnement perceptif, tu as 138. Indice de vitesse de traitement, tu as 140. Indice de mémoire de travail, tu as 142. Le plus grand écart est de 10 points entre 132 et 142. Donc QI homogène, on peut te donner ton QI. Contre-exemple, tu vas avoir un indice de compréhension verbale de 112, un indice de raisonnement perceptif de 138, un indice de vitesse de traitement de 140, un indice de mémoire de travail de 142. Le plus grand écart est de 30 points entre l'indice de compréhension verbale à 112 et l'autre à 142. Donc on va te dire QI hétérogène, je ne peux pas me prononcer. Donc le QI global étant la moyenne entre tous les subtests, certains professionnels expliquent ne pas pouvoir calculer le QI avec des résultats hétérogènes et ne souhaitent donc pas établir une conclusion sur la douance ou la non-douance. Cependant, n'oublions pas que ce n'est pas le test de QI qui établit la douance, mais c'est l'expertise professionnelle du spécialiste. Et que donc le test est juste une aide pour détecter la douance. Et c'est là où il faut en venir. Le test n'est qu'une aide pour détecter la douance. En d'autres termes, en pratique, vous aurez des professionnels qui vous diront si vous êtes oui ou non surdoué et combien vous avez en QI, et d'autres qui ne vous diront rien. De plus, un profil hétérogène est en fait très fréquent chez les enfants et les adultes surdoués. Parce que le surdouement, il est rarement également réparti. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une surdouance de partout. On va souvent avoir une surdouance dans la compréhension verbale, dans la mémoire de travail, dans le raisonnement perceptif, dans l'intelligence fluide. Bref, c'est rarement homogène chez un haut potentiel. Tu comprends ? Bien trop souvent, les personnes qui ont obtenu un résultat hétérogène ne savent pas trop quoi en penser. Parce que d'une part, certaines personnes ressortent bredouilles, sans même une explication concernant leur fonctionnement. Et rappelons que le test de QI ne comprend pas le champ de l'analyse émotionnelle. Seule la cognition pure est prise en compte. Donc encore une fois, ça a ses limites. On teste la cognition, mais pas le côté émotionnel. Et d'autre part, même dans le cas où l'analyse du praticien lui aura permis de savoir surdouer la personne qui ne se sent pas légitime, eh bien, le complexe de l'imposteur peut être d'autant plus prégnant. L'acceptation du résultat est déjà une étape en soi très difficile, et cette hétérogénéité n'aide en rien la personne qui vient se faire tester à accepter sa douance. Au contraire, elle va dire « Ah oui, mais je suis hétérogène, donc en fait, je ne suis pas vraiment au potentiel, donc en fait, non, c'est pas ça. » Et on repart dans un cycle infernal de « Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Et c'est pour ça que seul un professionnel compétent et formé, comme il se doit sur le sujet de la douance, est en capacité de te dire si oui ou non tu es surdoué. Le test seul ne suffit pas. Il n'est qu'un outil dans l'analyse du professionnel. Donc, ne te demande pas ce qui ne va pas chez toi, ne te questionne pas sur la légitimité d'avoir été analysé comme surdoué, dis-toi bien qu'aucun professionnel n'a intérêt à dire à une personne qu'elle est surdouée si elle ne l'est pas. De plus, le chiffre n'est pas représentatif tant il peut différer d'une passation à une autre. Il y a la confiance en soi, la fatigue, l'état émotionnel qui peuvent conduire à des écarts de plus de 20 points selon les statistiques. En bref, oui, un QI hétérogène, ça peut se calculer, et oui, un HP hétérogène est tout autant HP qu'un HP homogène. Ok, ceci doit être bien clair. Je t'explique maintenant les autres failles qu'il y a dedans. Primo, le QI n'est pas un chiffre rond. Il ne peut pas être une valeur absolue. Il s'agit en réalité d'une approximation, d'une estimation établie au centre d'une bande d'erreurs possibles, parce que chaque test a une précision qui lui est propre. Et plus un test compte de subtests et de sous-subtests, plus il sera précis. Donc c'est intéressant de noter également que plus on s'éloigne de la moyenne des tests, de la norme
conventionnel qui est fixé à 100 sur le test de QI, moins précis et moins fin sera le test. Parce qu'il n'est pas fait pour les scores extrêmes. La majorité des gens étant par définition dans la moyenne. Et ce, dans le très bas comme dans le très haut. Donc en fait, le test est très fiable pour les gens normaux, pour déterminer leur QI avec précision, mais de moins en moins fiable lorsqu'on va aux extrêmes, les hauts potentiels au-dessus de 120 ou 130. Il perd de plus en plus de sa fiabilité. Secondo, le score n'est qu'un indice parmi tant d'autres dans un bilan psychométrique. Un chiffre élevé peut mettre en évidence une intelligence remarquable, sans pour autant basculer dans le surdouement. Certaines personnes très performantes par rapport à la norme, lors d'un bilan en termes de chiffres, ne sont pas pour autant des surdoués. Ah là, ça se complexe encore plus, ça se complexifie. Elles présentent certes une intelligence supérieure, encore une fois supérieure à la moyenne parce qu'un test psychométrique compare les résultats à un échantillon de la moyenne, mais sans arborer les spécificités du surdouement, telles que je vais te les lister un petit peu plus tard. Donc on peut avoir un très haut QI, mais être simplement brillant et ne pas avoir ce mode de fonctionnement HP. Un HP possède un mécanisme intellectuel très différent des personnes dans la norme. Il pense et ressent les choses de manière singulière, pas nécessairement de manière plus rapide que le reste, mais trop de choses. Trop d'émotions, trop de vitesse, beaucoup trop. Le chiffre du quotient intellectuel est donc l'une des pistes qui permettra aux spécialistes d'analyser et de comprendre la personnalité de son patient. Comme une forte fièvre serait un symptôme parmi d'autres amenant le médecin vers un diagnostic. Mais ce n'est pas que la fièvre qui compte. Donc le score n'est pas une condition sine qua non. Un individu peut obtenir un chiffre de QI que l'on va qualifier d'élevé parce qu'il a évolué par exemple dans un milieu très favorisé. Donc il faut donc distinguer les simples brillants bosseurs des véritables surdoués. Et à l'inverse, d'autres peuvent obtenir un score de seulement 120 en termes de QI total et être tout de même surdoués avec un profil beaucoup plus complexe à analyser parce qu'il est hétérogène et un score total finalement peu représentatif de ses réelles capacités. Je le répète, l'anxiété, le manque de confiance en soi peuvent influer sur certains subtests qui sont particulièrement sensibles au stress et les résultats s'en trouvent alors diminués. Des études ont démontré que le milieu socio-économique avait une influence sur le développement des capacités cognitives. À traduire, c'est-à-dire que si vous stimulez intellectuellement un enfant tout au cours de son développement, en le faisant lire, en l'amenant au musée, en jouant avec lui, en parlant, en nourrissant sa curiosité et en le stimulant, il ou elle aura beaucoup plus d'opportunités pour développer son potentiel intellectuel, dans les limites qui sont les siennes. De même, un enfant délaissé, quant à sa situation intellectuelle, ne développera probablement pas son plein potentiel intellectuel, quelle que soit la limite de celui-ci. Il faut savoir que sur une cohorte de 100 enfants qui ont été détectés EIP, intellectuellement précoces, il ne resterait 20 ans plus tard que 30% d'entre eux qui n'étaient plus HPI à l'âge adulte. Et là on dit qu'est-ce qui se passe ? Pourtant, un haut potentiel l'est depuis la naissance. Qu'est-ce qui fait que ça change, qu'il n'y ait plus que 30% entre l'âge enfant et l'âge adulte ? C'est parce que les tests n'étaient pas assez précis. Donc, taux de fiabilité, 30%. Sur 100 enfants, il n'en reste que 30. Non, il y en avait 30 qui n'étaient plus HP. Donc on se dit, tiens, c'est quand même bizarre qu'on ait perdu des HP comme ça dans le chemin, mais c'est parce que les tests ont changé, évolué, et qu'il y a eu des erreurs de diagnostic. Donc, pour parler de chiffres, plus de 130 de QI ou non, plus de 125 de QI ou non, plus de 120 de QI ou non, néanmoins, on sait que le QI
peut varier en fonction de divers événements, notamment des stimulations reçues ou non dans notre vie, je viens de te l'expliquer. Le HPI, c'est une condition physiologique avant tout, c'est-à-dire une neurologie différente tant dans son fonctionnement que dans sa structure. Cette neurologie diffère, se traduit, entre autres choses, par un QI supérieur à la moyenne. Je te rappelle les caractéristiques d'un véritable HP. En dehors du QI, je te les rappelle rapidement. Premièrement, il est pourvu d'une curiosité exceptionnelle, questionnement sans limite, boulimie des compréhensions, insatisfaction permanente. Donc, si tu veux noter les caractéristiques, au moins tu vas voir si tu corresponds ou pas. Donc, curiosité exceptionnelle. Deuxièmement, il est hypersensible, très réactif à son environnement, du fait qu'il est très empathique. Troisièmement, il a une imagination débordante, une grande créativité, une pensée parfois décalée. Petit, il avait des compagnons de jeu imaginaires plutôt que des camarades. C'est quelqu'un qui est hypersensitif, les 5 sens exacerbés, l'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher, etc. C'est quelqu'un qui est hyper stimulable, plus rapide, plus agité, plus attachant, plus exigeant, plus généreux, plus impatient, plus chaleureux, plus conscient. C'est quelqu'un qui est synesthète. La synesthésie, c'est une capacité à faire des passerelles sensitives. Par exemple, voir les chiffres en couleur, les jours de la semaine en matière ou en texture, etc. Le HPI, il a une grande capacité d'observation et il note les plus petits détails. Il enregistre tout d'une manière maladive, parfois obsessionnelle. Le HP, il va fouiller un sujet au grand complet quand quelque chose l'intéresse. Puis il va s'en défaire totalement pour passer à autre chose de plus passionnant. Le HP, il fait sans problème plusieurs choses en même temps. Et paradoxalement, il peut aussi être totalement paralysé face à un choix à faire, parce qu'il ne sait pas que choisir. Le HP, structurellement, il recherche la compagnie de personnes plus matures. Enfant, il préfère parler avec les adultes ou des personnes plus âgées que lui. Le HP, il a un grand sens de l'humour, un humour qui est parfois très particulier, souvent incompris, un humour noir, un humour du cynisme, un humour froid ou totalement enfantin par exemple. Un HP, il est aussi rapidement découragé s'il ne trouve pas les personnes ou les ressources pour aboutir à ses projets qui sont parfois grandioses. Le HP, il a un grand sens de la justice, de l'équité, la moralité. Il est totalement intolérant à l'injustice et ça peut lui être très difficile à vivre cette situation-là. Et le HP met un point d'honneur à respecter les règles. Il aime l'ordre si l'ordre est juste. Il est aussi idéaliste, altruiste, plein de compassion et plein d'empathie. Bien sûr, il a une grande capacité de raisonnement, il aime résoudre des problèmes complexes et il n'est stimulé que par la complexité d'une situation. Parfois, il lui arrive de savoir sans avoir appris, parce qu'il va regrouper beaucoup d'informations, beaucoup de choses qu'il a lues, qu'il a vues, qu'il a prises, et il va avoir une réponse sans avoir vraiment appris la réponse. Et le HP, il ressent aussi parfois un décalage spatio-temporel. Il ne se sent pas à l'endroit où il est à l'instant T, mais il se voit quelques heures plus tard ou quelques heures plus tôt. Et une de ses caractéristiques, c'est qu'il doute de tout, il remet toujours tout en question. Donc, pourquoi le test décide qu'au-dessus de 130, on est HP et en dessous, on ne l'est pas? Pourquoi? Je vais te dire, c'est un point de vue mathématique. C'est pour ça que ce chiffre est un petit peu ridicule. Il se base sur la marge communément admise en statistique qui est de 5%. C'est aussi dans d'autres contextes ce qu'on appelle le risque d'erreur admis de 5%. On estime qu'un risque d'erreur de 5% est un risque acceptable, suffisamment rare pour ne concerner que très peu de cas, mais suffisamment courante pour coller à la réalité. Grosso modo, pour plus de précision, il faut faire des statistiques. Cette marge d'erreur acceptable de 5% reportée à la distribution gaussienne de la population, en fonction du QI, nous donne donc 2,5% de chaque côté de la moyenne.
pour un total de 5%. Soit en dessous de 70, qu'on appelle les sous-efficients de QI, et au-dessus de 130. Donc ce chiffre de 130 n'est qu'un calcul mathématique de moyenne basé sur des pourcentages de fiabilité et de risque. Donc il n'y a pas une barrière noire. Au-dessus de 130, je suis HP et en dessous de 130, je ne suis pas HP. C'est simplement une définition clinique basée sur des chiffres d'approximation en fonction des marges d'erreur. Donc, il faut arrêter de dire « Ah oui, mais je suis 131, je suis HP. Ah, je suis 129, je ne suis pas HP. » Ça, c'est de la foutaise, ça. Donc, il ne faut pas négliger qu'un test de QI est aussi coûteux. Ça coûte en moyenne plus de 500 €, mais c'est justifié aussi. Il y a une séance préalable pour déterminer si ça vaut le coup d'aller plus loin ou pas. Il y a un test de 2 heures, plus derrière le travail de l'expert pour analyser les résultats. Et après, il y a le travail de compte-rendu qui est tapé à la main. Donc, il y a tout un gros travail. Cet argent, il est vraiment justifié, mais ça a un coût. Donc, quand on a un investissement pour un test de QI et qu'après derrière on se dit « Ah non, mais c'est trop hétérogène, on n'a pas pu vous donner votre QI. Ah mais en fait, on ne peut pas trop s'exprimer. » Là, on se dit « Merde, j'ai quand même dépassé 500 balles pour qu'on me laisse en fait en gros dans ma merde. » Donc, bilan de cette vidéo qui commence à être très longue puisqu'elle fait déjà 30 minutes. Bilan de cette vidéo, le test VICE-4 n'est pas une arnaque. C'est un test utile, mais c'est surtout les compétences du thérapeute expert dans la douance qui fera la différence. Dans les QI mesurés au-delà de 140, il ne peut pas y avoir de doute, c'est certain. Au-dessus de 140, c'est comme ça. Mais en dessous, et c'est là que se situe la majorité des HP, seul un expert aguerri pourra dépister une réelle douance qui pourra être doublement validée par un test de QI. L'expert ne va pas se contenter que du test de QI, mais il va le faire ce qu'on appelle une anamnèse, je vais y arriver, une anamnèse, c'est-à-dire un retour sur la mémoire du passé, sur le vécu de la personne, et il va dresser aussi un bilan socio-économique du sujet pour voir où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'il a été favorisé, défavorisé dans son apprentissage, dans son expression cognitive, émotionnelle ou pas. Donc, dans le parcours de découverte de la douance, dans ce qui t'intéresse, le HPI étant une nature neurologique, c'est une condition de naissance que l'on conserve jusqu'à notre mort. Donc on ne devient pas HP, pas plus qu'on ne cesse de l'être. À un moment donné, on l'est et c'est pour toujours. Le HP ne se résume pas à un QI. Le HP, c'est le test de QI plus un tableau clinique de la personne. Si tu veux vraiment aller plus loin, je te recommande de faire le test que je recommande dans une vidéo. C'est un test de détection, de dépistage, un pré-test pour savoir, ça correspond aux questions que je t'ai posées, peut-être un petit peu plus détaillées. Donc le test va s'afficher quelque part au-dessus de la vidéo ou dans le lien en description. Tu peux faire déjà ce pré-test. Et ensuite, il faut faire une détection de la douance pour aller plus loin. Donc là aussi, encore une fois, si tu veux, tu as un lien qui est en description pour faire un test de la douance qui donnera un compte-rendu très complet. Et là, c'est intéressant de noter que le résultat soit positif ou non à la douance, c'est-à-dire que ce test détermine que tu sois HP ou pas, tu vas avoir quand même un compte-rendu de plusieurs pages qui va t'expliquer tes forces, tes faiblesses, tes voies d'exploration, tes voies d'amélioration, comment tu fonctionnes, dans quelle zone tu as été performant ou pas. Et là, tu vas en apprendre sur toi, que tu sois HP ou pas. Donc, tampon rouge ou tampon noir, tu en sauras plus sur toi et tu auras de quoi avancer dans un bilan de détection de la douance. Et si nécessaire, après, et pour s'explorer, tu pourras passer un test VICE-4 en s'attendant qu'il se peut qu'il sera trop hétérogène et que donc tu n'auras pas de test, tu n'auras pas de résultat de QI, tout simplement. Voilà pour cette vidéo qui était un petit peu longue, mais où j'ai essayé de t'expliquer tous les tenants et les aboutissants de ces tests de QI pour comprendre si c'était efficace ou pas. Maintenant, je t'ai donné la marche à suivre si vraiment tu veux avoir un parcours de détection de la douance et pour savoir où tu te situes et quel est ton chemin par rapport à tout ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en description. Fais un petit like, un petit dislike, laisse un commentaire, partage à une personne que ça pourrait aider, surtout quelqu'un qui est dans ton entourage. Tu te dis tiens, peut-être que lui il est HP, mais il ne sait pas trop. Partage-lui, ça lui permettra de peut-être se reconnaître ou d'en savoir plus par rapport au test du QI. Et surtout, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.
Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.